Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du Billet Vert, un nouveau rendez-vous qui retrace l'actualité écologique en biais, en vert et contre tout. Vous connaissez maintenant le principe, à chaque fois que nous aurons le grand bonheur de vous retrouver, nous vous présenterons un projet positif et ambitieux qui va dans le sens de la préservation de nos terres, de nos mers et de nos pères, c'est le gentil kiwi. Mais nous ferons aussi une incursion du côté obscur de la force en développant un problème de société qui nous veut du mal, c'est le vilain mégot. Et pour le clash et pour le buzz, c'est par celui-ci que nous commençons aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, nous aimerions vous parler culture, et plus particulièrement d'une œuvre d'art contemporain, célèbre dans le monde entier, sorte de performance vivante qui ne prendra fin que dans 4 ou 8 ans au plus tard. Donald Trump, c'est de l'art, c'est même du gros lard. China. Les artistes étant les sentinelles de l'aventure humaine, et leur œuvre souvent un miroir de la société, nous ne plaisantons pas en affirmant aujourd'hui que le président Trump ressemble bel et bien à une œuvre prophétique et très ancrée dans son époque. Il est grossier, vulgaire, ne s'intéresse à rien, il mange mal, méprise les femmes, se sent menacé par tout ce qui ne lui ressemble pas, il ne s'entoure que de vieillards aux poches aussi pleines que leurs têtes sont vides, est encore plus fasciné par le bling-bling qu'un Sarkozy sauvage sous méthamphétamine, il a même fait de la télé-réalité, et par-dessus tout, il se fout complètement de ce qu'il adviendra de notre planète lorsque le mode de vie consumériste, dont il est l'incarnation suprême, aura mis de côté toute possibilité de retour. Mais il est le roi du monde, un parfait équilibre entre le spasme d'un capitalisme moribond qui puise sur ses dernières réserves, et le triomphe absolu du fameux rêve américain. Ce 1er juin, notre œuvre d'art annonçait que les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique. Symboliquement, c'est évidemment très grave. Donald Trump entérine son image de climato-sceptique convaincu et est, une fois de plus, loin de donner le bon exemple aux millions d'Américains qui ont encore la grande bonté de croire en lui. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. Si le président Trump décide de sortir uniquement de la COP21, cela prendrait près de 4 ans à être réalisable. 4 ans, ça veut dire qu'à moins que le peuple américain soit vraiment très amateur d'art contemporain, en principe, Trump ne sera plus président et les États-Unis pourront à nouveau rentrer dans l'accord. S'il choisit la façon brutale, il quittera carrément la convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques, c'est-à-dire, en gros, l'organisation qui gère et organise les différentes COP. C'est plus rapide, mais aucun pays ne l'a déjà fait auparavant, ce serait donc une grande première avec son lot de conséquences diplomatiques. Mais au fond, les médias ont passé tellement de temps ces dernières semaines à s'émouvoir de la décision de Trump que nous en avons presque oublié de revenir sur la substance même de l'accord de Paris. De quoi s'agit-il véritablement ? Face à l'urgence d'une gravité extrême à laquelle nous expose la crise environnementale, la COP21 a-t-elle abouti sur un accord majeur ? Eh bien, la question se pose effectivement. L'accord de Paris a donc pour objectif de limiter le réchauffement climatique pour le maintenir en dessous de 2 degrés d'ici l'année 2100. 2 degrés, ça peut paraître dérisoire, mais les conséquences de ce dérèglement risquent d'être beaucoup plus graves que ce que l'on pourrait croire. D'abord, il est clair que les grands glaciers se foutent pas mal de ce qu'un gros monsieur orange peut penser à leur sujet. Quand il fait plus chaud, ils fondent. Entre les années 80 et aujourd'hui, près d'un tiers de la surface totale de la banquise arctique a complètement disparu. Les gaz à effet de serre produits par l'activité humaine retiennent dans l'atmosphère une partie du rayonnement infrarouge que la Terre renvoie lorsqu'elle est éclairée par le Soleil. C'est pour ça que la température augmente, c'est pour ça que les glaces fondent, et c'est précisément parce que les glaces fondent que l'eau de la mer monte. Une eau qui pourrait s'élever d'1 mètre d'ici la fin de notre siècle, ce qui veut dire que, dans cette perspective, toute une série de terres se feront engloutir, purement et simplement. Les conséquences de la fonte des glaces sont à la fois environnementales et humaines. À l'heure de la disparition probable d'un grand nombre d'espèces animales, et notamment marines, à cause de l'acidification des océans, des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants se retrouveront sur les routes pour trouver asile là où les conséquences du réchauffement climatique se feront moins sentir, avec toute l'effusion de misère et de violence que l'on peut imaginer. Face à cette situation, on ne peut plus alarmante, le texte de l'accord de Paris, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en intégralité en cliquant sur le lien dans notre description, ressemble un peu à un bisou sur une jambe de bois. D'abord, s'il convient que le réchauffement climatique est un danger pour l'humanité, il semble être arrangé pour ne pas vexer les pompiers pyromanes qui en sont responsables. Ainsi, vous ne trouverez aucune mention des mots capitalisme, lobby ou industriel, comme nous le faisait remarquer cet article de Mister Mondialisation au moment de la COP21. Il parvient même à esquiver la question des transports aériens et maritimes, lesquels pourraient pourtant représenter un tiers des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'industrie de la viande, et en particulier l'élevage bovin, qui se rend aujourd'hui coupable de près de 15% de ces émissions, sont également les grands oubliés du texte. De plus, à aucun moment il nous est expliqué concrètement comment les États comptent changer le modèle actuel. Pour atteindre les objectifs de l'accord, il n'y a pas de miracle, il faut entrer dans l'ère du 100% renouvelable, repenser nos modes de production et donc renoncer aux énergies fossiles pour investir dans ce qui est malheureusement en train de devenir un nouveau buzzword, la transition énergétique. Enfin, et ça c'est vraiment très important, il ne s'agit pas d'un texte contraignant, c'est-à-dire qu'aucune sanction économique n'est prévue pour ceux qui ne respecteraient pas l'accord.
Du coup, il est fort à parier que les pays dont toute l'économie est basée sur les énergies fossiles ne s'intéressent que de très loin à la façon de respecter cette grande parade diplomatique. La COP21 aura donné l'occasion aux dirigeants du monde de mettre le doigt sur un problème global que pointaient déjà les ONG et les scientifiques depuis des décennies, sans vraiment y apporter de solutions concrètes. Je tiens à le préciser. Pourtant, des embryons de solutions, il en existe partout à travers le monde. Et s'ils ne font peut-être pas l'affaire des multinationales, de l'énergie et de l'agro-industrie, dont certaines étaient les sponsors de la COP21, eh bien nous, ça nous intéresse. Il est donc grand temps de passer à notre très joli kiwi. Et pour vous prouver que nous pouvons aussi dire du bien des Américains, le kiwi d'aujourd'hui est décerné, de façon hautement symbolique, à l'ensemble des initiatives locales et moins locales aux États-Unis pour aller dans le bon sens et faire barrage à la politique autodestructrice de Trump. À commencer par la ville de San Francisco qui vient de s'autoproclamer ville sanctuaire et appelle à la désobéissance. Dès 2002, la ville s'est lancée un objectif aussi louable qu'ambitieux, celui du zéro déchet. Les autorités de la ville ont pu faire preuve de suffisamment de bon sens et de volontarisme politique pour mettre en place des centres de recyclage à la pointe de la technologie, mais aussi interdire purement et simplement les sacs et les petites bouteilles en plastique, remplacés dès lors par de nombreuses fontaines d'eau potable, obliger légalement tous les citoyens à pratiquer le recyclage et le compostage et instituer une série de nouvelles lois vertes et innovantes. À titre d'exemple, les professionnels du bâtiment sont aujourd'hui forcés de recycler 65% de leurs débris dans des centres agréés. Résultat, la ville recycle déjà plus de 80% des déchets qu'on y produit et incarne un réel exemple d'évolution pour le monde entier. Cap sur Détroit à présent, où la ville fantôme, pulvérisée par la désertification industrielle et déclarée en faillite depuis 2011, est aujourd'hui en train de reprendre des couleurs grâce à la bonne volonté des citoyens. La ville n'étant plus suffisamment approvisionnée et accusant un taux de chômage de près de 50%, les habitants les plus pauvres, forcés de rester sur place, ont développé un circuit de 1600 fermes urbaines et collaboratives, un système qui a déjà pu permettre de distribuer plus de 22 tonnes de nourriture saine, fraîche et non polluante à plus de 2000 foyers dans le besoin. Enfin, gros kiwi à l'initiative Ready for 100, développée par l'ONG environnementale Sierra Club, qui invite 100 grandes villes américaines à se lancer le défi du 100% d'énergie renouvelable d'ici 2035. Près d'une trentaine de villes ont déjà rejoint le mouvement, c'est notamment le cas d'Atlanta, de Portland, de Miami et de Los Angeles, un bel espoir pour le développement de ces énergies durables et responsables, qui est aussi un réel vecteur de création d'emplois, on ne le dira jamais assez. Bref, il y a toujours des raisons d'espérer. Nous ne sommes pas les seuls à croire aux révolutions lentes et parfois silencieuses. Ce n'est peut-être pas un hasard si nous tournons cet épisode aujourd'hui ici, dans les Hautes-Fagnes belges, au barrage de la Gileppe, sur lequel trône fièrement ce gros lion de pierre, mais comme l'écrit si joliment l'écrivain québécois Daniel Desbiens, une seule fissure non colmatée peut détruire le plus gros des barrages. C'est donc là tout l'intérêt de la résistance. C'est la fin de ce deuxième numéro du Billet Vert. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci aussi pour vos nombreux messages de soutien et de sympathie suite à la publication de notre premier numéro. Ça nous a beaucoup touchés et nous espérons en être dignes. Si vous trouvez que c'est le cas, n'hésitez pas à nous filer un petit coup de main en vous rendant sur notre page Tipeee. Ça nous aiderait bien. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre Billet Vert. Excellente journée, soirée ou nuit à tous. À la fois prochaine. Ciao!